Donc, je reviens sur le texte non publié, c'est pour ça que on va le regarder en entier, parce que c'est d'Alain-Charles Martinet, sur le travail épistémique. On a déjà lu le premier paragraphe hier, mais je vais le relire, et puis on va regarder ce que nous dit Alain-Charles sur le reste du travail épistémique. Osons ce superlatif incorrect pour indiquer combien un travail épistémique exigeant et rigoureux, mené chemin faisant tout au long du processus de recherche, augmente la possibilité d'aller encore plus loin, au-delà de ce que permet le seul maniement correct des méthodes de traitement des données empiriques. Le travail épistémique, c'est quelque chose qui permet d'aller plus loin. Ce n'est pas juste quelque chose qui affinerait un regard méta sur la recherche. Ce travail épistémique peut d'abord être perçu comme un travail réflexif sur le corpus de connaissances manipulées. Il est plutôt le fait des chercheurs chevronnés capables d'embrasser un vaste champ de littérature et d'en faire une lecture et une critique archéogénéalogique. Donc ça, c'est Alain Charles qui reconnaît qu'effectivement, c'est plus simple de le faire quand on a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de carrière, qu'on a eu le temps de lire beaucoup de choses, de digérer beaucoup de choses, de réfléchir à ces choses-là. Mais ce qu'il appelle cette réflexion réflexive et critique, c'est le travail épistémique. C'est-à-dire, vous n'êtes pas juste en train d'appliquer les bonnes méthodologies, vous n'êtes pas juste en train de faire des synthèses de littérature chronologique ou thématique, vous êtes en train de réfléchir à ce que c'est que cet ensemble de connaissances et vous y réfléchissez vous-même de manière réflexive et critique. Mais comme c'était une journée organisée par la SPSG avec des doctorants, il va un petit peu plus loin. Mais il n'est pas impossible de s'y livrer dans le cadre d'une recherche doctorale en spécifiant soigneusement un espace-temps sous examen. Ça, c'est, je vous l'avais dit hier, le directeur de thèse qui parle à ce moment-là, qui est de dire il faut le faire, mais quand même, la priorité, c'est de finir la thèse. Donc, il faut d'abord faire une bonne thèse. Mais, dans le temps imparti à la bonne thèse, il faut un petit espace-temps supplémentaire dans lequel on fait du travail épistémique. Ce moment réflexif sur le corpus des connaissances. Vous bouffez toute la littérature, vous faites votre revue de littérature, mais vous faites un petit peu plus. Vous réfléchissez à ce que c'est que cette littérature, ce qu'on en dit, quelles sont ses frontières, quelles sont ses limites, quels sont ses points aveugles, quelles sont ses convergences, quelles sont ses divergences. De façon plus générale, ce travail épistémique peut être recommandé dans le cadre de toute recherche, dès lors que l'on ne se satisfait pas d'annoncer une fois pour toutes, en début de thèse, la position épistémologique choisie, pour ne plus avoir à y revenir ensuite. Voilà, ça là-dessus, j'ai une grande convergence avec la position d'Alain-Charles Martinet. C'est-à-dire cette idée qu'on trouverait un positionnement épistémologique qui réglerait toutes les questions par avance. Et d'ailleurs, ce n'est pas vous qui réglez les questions, c'est le positionnement épistémologique qui répond aux questions. En fait, vous avez juste pris une des chapelles et après, vous laissez la chapelle répondre à toutes les questions et pas satisfaisant. Il ne faut pas s'en satisfaire. Ce travail épistémique peut être assimilé à une volonté de cohérence et de pilotage du processus de recherche, de façon à donner, maintenir et évaluer jusqu'à l'achèvement le sens, les orientations, la cohérence et la synergie. Donc ça pourrait être vu comme une forme de stratégie. C'est un moment où on lève le nez du guidon pour se dire qu'est-ce que je fais d'abord, qu'est-ce que je fais ensuite, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui ne m'intéresse pas, en levant le nez du guidon, même de manière stratégique, c'est-à-dire pour pouvoir bien organiser son temps, pour pouvoir bien allouer les ressources. Donc là, Alain Charles est un professeur de stratégie. Il nous dit, même si vous faites de la stratégie, même si vous faites ce travail réflexif et critique dans le but de mieux allouer vos ressources, vous allez quand même faire un peu de travail épistémique. C'est-à-dire une volonté de cohérence et de pilotage du processus de recherche. C'est déjà commencer à ouvrir la possibilité du travail épistémique. Il s'agit donc d'un travail sur le design de la recherche, sur les objets, les concepts, les données, les langages et sur les passagers clandestins qu'ils véhiculent. Donc à partir du moment où on vous dit ça serait bien de présenter le design de recherche de votre thèse, c'est un moment où on peut ouvrir une réflexivité. Et c'est justement pas le moment où il faut chercher un schéma de design classique. Évidemment, quasiment tous les designs sont les mêmes à quelques variations près. Évidemment que vous allez lire toute la littérature sur le sujet. Évidemment que vous allez adopter une des méthodes instituées
du champ et que vous allez devoir voir quelles sont ces règles de fonctionnement et puis vous allez devoir aller les appliquer. Évidemment que vous allez analyser vos résultats conformément à un certain nombre de méthodes d'analyse. Donc, vous allez devoir connaître les règles et évidemment qu'après, vous allez confronter vos résultats à la littérature pour en faire une discussion. Donc, quelque part, le design générique, il fonctionne pour tout le monde. Donc, si, quand on vous demande de présenter le design de votre thèse, vous en faites un truc générique, c'est-à-dire vous nous dites revue de littérature, cadre conceptuel, études empiriques, mobilisation de la méthodologie, analyse des résultats, discussion, bah, ok, en fait, tout le monde fait ça. Alors peut-être qu'il y a des labos, il y a des endroits où on va vous dire qu'il faut d'abord aller sur le terrain, puis après la littérature. Je veux dire, si c'est pour intervertir 2 cases sur un schéma PowerPoint, cet exercice n'a aucun intérêt. Sauf si vous prenez ce temps-là pour vous dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'ai trouvé satisfaisant dans ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant dans la recherche des autres qui m'a donné envie de faire ça plutôt que ça. Qu'est-ce qui m'a frustré quand j'ai commencé à faire des entretiens ou quand j'ai commencé à employer telle méthodologie et où je me suis dit finalement ce n'était pas tout à fait ça. C'est-à-dire tout ce qui invite à lever le nez du guidon et à réfléchir de manière un peu critique sur sa propre pratique, y compris la manière dont on digère les articles des autres, est un travail épistémique. Les passagers clandestins qu'il véhicule, c'est qu'en fait, derrière toute théorie, derrière toute méthodologie, derrière toute technique, il y a un ensemble de choses qui passent discrètement avec. Quand vous adoptez, quand vous vous conformez à une théorie, à un cadre conceptuel, il y a plein de choses en sous-texte qui viennent avec et il faut s'en rendre compte. Si il est évident que le cadre conceptuel dans lequel vous vous intégrez est toujours accompagné pour tous les papiers qui sont à l'intérieur, qu'on publié dans ce cadre conceptuel, que vous allez faire une méthodologie qualitative sous forme d'entretien semi-directif, bah attention, là, vous êtes en train d'importer avec un cadre conceptuel toute une contrainte sur votre méthodologie qui pourrait vous amener à vous conformer plutôt qu'à réfléchir de manière réflexive et critique sur comment est-ce qu'on va explorer empiriquement cet objet-là. Donc, il y a des fois où, sans vous en rendre compte, vous vous faites endoctriner. Autrement dit, il y a des fois où on vous fait croire que si vous vous intéressez à tel ou tel sujet et que c'est comme ça que vous voulez l'approcher de manière empirique, à ce moment-là, tel cadre conceptuel ne marche pas, il faut privilégier telle théorie. Vous voyez, ces couplages rigides peuvent être induits simplement par la lecture de certaines études, de certains articles, ou la manière dont votre direction de thèse ou d'autres gens réagissent en disant il faudrait faire plutôt ça, plutôt ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il faut que vous fassiez votre propre chemin qui arrive à cette conclusion. Si vous êtes d'accord, il faut que vous soyez d'accord parce que vous êtes d'accord. Pas que vous soyez endoctriné à être d'accord par avance. Donc ça, Alain Charles Martinet dit, faites attention, dans tous ces produits-là académiques, il y a des passagers clandestins. Il y a des choses qui peuvent passer discrètement d'un dispositif à l'autre. Ce travail permet une ouverture des objets et des projets de recherche comme des cadres épistémologiques bien au-delà du positivisme régnant et des contraintes excessives et illégitimes qu'il tente à imposer à tous. Voilà, c'est une position d'Alain Charles Martinet sur notre champ, dans lequel il trouve qu'il y a un positivisme qui est dominant et dont il impose des contraintes illégitimes. C'est-à-dire, il ne dit pas, bon, on sent bien qu'il n'est pas hyper content qu'il y ait un positivisme dominant. Donc, on sent une posture critique vis-à-vis du positivisme dominant, mais il dit aussi aux positivistes dominants, attention, à l'intérieur de votre positivisme dominant, vous vous imposez à vous-même des contraintes illégitimes. Donc, il nous rappelle que le travail épistémique, ce n'est pas seulement de l'extérieur par la critique, mais aussi de l'intérieur par la réflexivité. Vous n'êtes pas obligé de vous imposer à vous-même un certain nombre de contraintes illégitimes. Comme le dit Michel Serres, d'abord philosophe des sciences, l'épistémologie est un art d'inventer. Si, au lieu de faire de l'épistémologie l'étude des connaissances valables, Piaget, vous vous dites, l'épistémologie, c'est l'art d'inventer ma recherche, doctorale ou autre.
À ce moment-là, il y a autre chose. Dans l'art, il y a des règles. Hein. L'académie, ça vient de l'art. Hein. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des gens qu'on rejette comme étant pas de l'art comme il faut. On peut même faire un salon dans lequel on mettrait toutes les peintures des gens qui ont été rejetés par l'Académie. Dire que c'est un art d'inventer, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Mais c'est de se dire, c'est moi qui invente le design de ma recherche, doctorale ou autre. Donc il faut que je réfléchisse à comment est-ce que j'assemble tout ça. On sent bien que l'opposé du travail épistémique, c'est le conformisme aveugle. Pourquoi vous faites ça? Parce qu'en fait, tout le monde fait ça et qu'on m'a dit de faire ça. Et le travail épistémique vient imposer un devoir récurrent, régulier. Alors, il nous dit, chez les chercheurs confirmés, on pourrait le faire un peu tout le temps, chemin faisant. Pour les doctorants, on va le faire, je vous le rappelle, dans un espace-temps sous examen. Donc, voilà. Mais il faut le faire à un moment. Ainsi, à la connaissance vue comme fin ultime qui justifie l'accumulation ahistorique de résultats stockables fournissant une bibliothèque, sinon les pièces d'un puzzle dont on espère bien naïvement ou immodestement qu'elles finiront par livrer le plan du câblage ultime, facétieusement dissimulé par le grand créateur, on peut opposer une connaissance rigoureusement établie, mais dont la validité réside dans les schèmes pour l'action qu'elle met au jour, révèle, critique, suggère. Connaissance modeste, instrumentale, fournissant des jeux de cartes utiles aux acteurs pour se repérer, orienter la conception et le pilotage de leurs activités en plus grande sûreté intellectuelle. Lui voit une justification d'un certain nombre de connaissances dans cette dimension instrumentale, dans cet apport auprès des acteurs à qui on va pouvoir révéler, critiquer, suggérer des choses. Attention, il ne dit pas que le critère, c'est d'être utile. Il dit que le critère, c'est que les acteurs concernés en sortent eux-mêmes changés. Et ce changement peut se faire par la critique. Il n'est pas en train de se soumettre à ces critères. Je ne développe pas trop parce que c'est là où je suis plus d'accord avec Alain Charpentier. S'impose alors la démarche de l'enquête scientifique au sens de Dewey, où il s'agit d'articuler des situations indéterminées et magmatiques en forgeant des structures logiques qui potentialisent des actions inédites plutôt que de se cantonner à piocher dans le corpus des hypothèses causales pour valider des données empiriques sans assumer leur inéluctable historicité soigneusement dissimulée sous le tapis de la généralisation. Tous les articles que vous lisez ont été publiés par quelqu'un quelque part, à un moment donné. Ça n'invalide pas ce qu'il propose, mais ça demande d'en prendre conscience au moment où on les lit et où on choisit de les intégrer dans notre propre pensée. Il ne s'agit pas de voir si ça valide votre opinion. Il s'agit de réfléchir à la manière dont on intègre ou on n'intègre pas certaines choses. Et faire ça de manière réflexive et critique.